12h30 à Tel Aviv, vous êtes sur I24, c'est le journal à la une de l'actualité. Ce dimanche, d'abord cette nouvelle page qui s'ouvre selon le président Hassan Rouhani, une nouvelle page dans les relations entre l'Iran et le reste du monde après l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire et la levée des sanctions économiques imposées pendant plus de 10 ans à son pays. Deuil national de 3 jours au Burkina Faso, 2 jours après le raid djihadiste contre un hôtel et un restaurant de Ouagadougou. Dernier bilan, 29 morts et une trentaine de blessés, dont de nombreux étrangers. 400 civils enlevés à Deir ez-Zor, là même au moins 85 civils et 50 combattants du régime ont été tués hier dans un nouvel assaut de l'organisation État islamique. Une information relayée ce matin par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. On y revient dans un instant. Et puis c'est la fin d'un règne, celui de Geneviève de Fontenay sur les concours de beauté en France. Après plus de 60 ans, l'ex-patronne des Miss France tourne la page à 83 ans. Elle a remis hier sa dernière écharpe à Miss Prestige 2016. Voilà, c'est une des journées les plus sanglantes en 5 ans de guerre en Syrie. Hier, en l'espace de quelques heures, une attaque de Daesh a tué entre 130 et 300 personnes dans cette ville de Deir ez-Zor. Il s'agit de forces du régime et de leurs familles. Par ailleurs, 400 civils auraient été enlevés par les islamistes dans ce même village. Océane Nicole. Un véritable massacre commis par Daesh ce samedi dans la province d'Alep, dans le nord-est du pays. De violents combats ont eu lieu entre les combattants pro-régime et l'État islamique. Le groupe terroriste aurait enlevé plus de 400 civils. L'Observatoire syrien des droits de l'homme annonce la mort d'au moins 85 civils et 50 militants pro-Bachar al-Assad. Un bilan contesté, l'agence de presse officielle du régime estime la mort d'environ 300 civils. Ces derniers jours, les forces pro-Assad ont progressé dans la région en direction d'Al-Bab, tenue par l'État islamique depuis novembre 2013. Les combattants sont largement aidés par l'aviation russe, alliée incontournable de Damas. Ils effectuent régulièrement des frappes dans la région en soutien au pro-régime. Les combattants de Bachar al-Assad veulent lancer une offensive majeure pour reprendre le contrôle de la ville d'Alep. Depuis 2012, l'ancienne capitale économique du pays est ravagée par des violences constantes entre les rebelles et les forces gouvernementales. La région est détenue à la quasi-majorité par des groupes terroristes. Voilà, on parle donc d'un véritable massacre qui s'est joué hier dans cette ville syrienne. Cyril, que peut-on dire de plus ce matin ? Il faut se méfier de l'animal blessé. On sait le Daesh en difficulté. Il perd le contrôle de son territoire, de son califat autoproclamé en Syrie, mais également en Irak. Et bien hier, il a frappé fort dans la province donc, de Deir ez-Zor, plus exactement à Al-Barélieh. C'est une banlieue proche de Deir ez-Zor. C'est à l'est donc, de la Syrie, où il a effectué un massacre, selon en tout cas les premiers témoins. L'Observatoire syrien des droits de l'homme parle aujourd'hui de 400 civils, femmes et enfants enlevés justement donc vers l'est, vers Raqqa, la capitale de l'organisation de l'État islamique, avec un bilan très lourd, 85 civils selon donc l'OSDH, mais un bilan qui pourrait être double selon l'agence de presse syrienne officielle Sana et selon nos confrères de la Russian Today, la télévision russe, qui parle elle de 300 civils tués. Ce serait donc le bilan le plus élevé en un seul jour depuis la guerre qui était donc déclenchée en mars 2011. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans ce village de Deir ez-Zor et dans cette banlieue d'Al-Barélieh, les habitants ne sont pas des alaouites, donc des chiites. Donc c'est un combat qui transcende ce clivage entre sunnites et chiites. Ce sont quasiment tous des habitants de confession musulmane, sunnites, qui ont été enlevés. Est-ce que ça suffira à épargner leur vie ? Suite dans les prochains jours. Voilà, vraisemblablement pas face à Daesh. Merci pour ces précisions, Cyril. Retour en France, la fièvre du samedi soir n'a pas vraiment eu lieu pour Manuel Valls, le Premier ministre, droit dans ses bottes hier, sur le plateau de Laurent Ruquier durant 2 heures. Il a abordé tous les sujets, 2 mots à retenir, patriotisme et volontarisme. Les temps forts avec Gabriel Nolin. La raison de la venue du Premier ministre, l'exigence, le nom de son nouveau livre qui rassemble 2 de ses discours post-attentat. Mais surtout, comme il a tenu à le rappeler en début d'émission, expliquer et parler à tous les publics. Au menu des débats, déchéance de nationalité, état d'urgence, marche du 11 janvier et vifs échanges. Manuel Valls réaffirme son soutien au projet de loi sur la déchéance de nationalité et sa vision de la France. En défendant cette mesure, comme je le fais aujourd'hui, en l'assumant pleinement,
Je défends, au fond, une certaine idée de la France. Sur le plateau, les autres invités ne manquent pas d'adresser leurs critiques au Premier ministre. L'académicien Jean d'Ormesson accuse Manuel Valls de s'être droitisé. Je ne veux pas vous insulter, mais vous êtes droitisé. Non, je ne pense pas que la France se soit droitisée. Il y a une demande d'autorité. Moi, je considère que c'est une valeur, l'autorité. Je considère que la sécurité est une valeur, est une des premières des libertés. Pourquoi ? Je suis de gauche, je suis républicain, et par ailleurs, je ne pense pas qu'être de droite, c'est une insulte. Je suis contre toutes les formes de sectarisme. Léa Salamé, elle questionne le Premier ministre sur l'efficacité de l'état d'urgence. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de com dans ces perquisitions quand on voit que vous avez, depuis les attentats du 13 novembre, qu'il y a eu 3000 perquisitions administratives et une seule mise en examen pour terrorisme? Est-ce que ça pose question? Il y a eu 6 tentatives d'attentats depuis plusieurs mois déjouées. L'action de la police, de la gendarmerie, des services d'enseignement est indispensable. Mais le principal accrochage se fait avec l'humoriste Jérémy Ferrari. Ensuite, vous avez dit qu'on était en guerre. Non, 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 vous êtes en guerre. Votre gouvernement est en guerre. Nous, on n'est pas en guerre. Nous, on se fait tirer dessus quand on va voir des concerts. Questionné sur la potentialité d'une primaire à gauche, le Premier ministre réaffirme que le candidat naturel est le président de la République. Un rendez-vous est déjà lancé par Laurent Ruquier qui invite Manuel Valls à revenir sur le plateau si celui-ci accède à la fonction de chef de l'État. Voilà, et c'est donc la première fois qu'un Premier ministre en exercice participe à cette émission. Virginie, les audiences viennent d'être publiées et vraisemblablement c'est un carton. Oui, carton d'audience, 2 100 000 téléspectateurs, c'est 500 000 de plus que la moyenne habituelle d'On n'est pas couché sur France 2, une émission qui fête ses 10 ans cette année, c'est près de 30% de part de marché. Ce n'est pas la première fois que Manuel Valls booste les audiences puisqu'il y a quelques semaines, dans le Petit Journal, il a permis à Yann Barthès de réunir 1 500 000 téléspectateurs, ce qui est très au-dessus des audiences de Canal. Une émission qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment la semaine dernière, lors des questions au gouvernement. Dans l'hémicycle, le député, les Républicains, Jean-Charles Tougourdeau, apostrophait le Premier ministre. On le regarde. Pensez-vous vous rapprocher de la France qui se lève tôt en allant samedi soir sur le plateau de On n'est pas couché, Monsieur le Premier ministre? Cette émission qui ne sert pas la grandeur de l'engagement politique est peut-être intéressante pour le socialiste Manuel Valls, mais ce n'est surtout pas la place du Premier ministre de la France. Alors finalement, c'est un procès en intention, un procès qu'on connaît bien en France, puisque On n'est pas couché est une émission d'infotainment qui réunit information et divertissement. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Léa Salamé, qui officie tous les matins sur France Inter, a été élue meilleure intervieweuse de l'année. Quant à Yann Moix, on n'est quand même pas dans des émissions genre Cyril Hanouna, etc. Donc finalement, il a bien fait d'y aller, Manuel Valls, puisque c'est un carton d'audience et surtout, le clash, je pense, avec Jérémy Ferrari va buzzer tout au long de la semaine. Voilà, et puis il s'en sort bien, Manuel Valls, dans cet exercice. Et puis au moment de la diffusion, on l'imagine, les réseaux sociaux ont réagi. Twitter était en ébullition hier soir. Oui, alors les tweetos anonymes étaient effectivement en ébullition, mais alors du côté des politiques, silence radio. Seul Gilbert Collard a tweeté un petit tweet « On n'est pas couché, je vais me coucher » avec une photo de Manuel Valls dont je vous laisse apprécier la qualité. On attendait évidemment les réactions de Nathalie Kosciusko-Morizet, Nadine Morano ou encore Jean-Pierre Raffarin, Éric Ciotti, enfin tous ces ténors de droite qui tweetent à longueur de journée. Et bien là, rien, même du côté de l'extrême droite, Marine Le Pen, Marion, Maréchal Le Pen ou encore Florian Philippot, pas l'ombre d'un tweet. Une façon sans doute subtile et radicale pour l'opposition de dire au Premier ministre que cette prestation était en fait un non-événement. Voilà, ou un exercice plutôt réussi qu'on a du mal à souligner. Merci Virginie. Elles sont 3, elles sont jeunes et elles se trémoussent déguisées en drapeau américain sur un hymne ultra patriotique aux États-Unis. La polémique politique du week-end est signée Donald Trump pour changer. Dans l'œil du cyclone, son hymne de campagne officiel. On regarde ensemble à quoi ça ressemble. Answer the call. On your feet, stand up tall. Hands on our shoulders. USA. Enemies of freedom. Face the music. Come on, boys, take them down. President Donald Trump knows how to make America great. Over here. USA. Over there, USA. Freedom and liberty everywhere. David Benet, notre correspondant aux États-Unis, bonjour. Alors on peut clairement parler d'une nouvelle exubérance du milliardaire. Alors qui a été choqué et pourquoi ?
David Benaïm. Je peux vous dire que les shows du soir s'en sont donnés à cœur joie. Jimmy Kimmel on a pu voir une reproduction de la chorégraphie très élaborée des jeunes USA Freedom Kids. Le texte de leur chanson a fait également l'objet d'une version rap dans le Nightly Show. Les images sont passées en boucle dans les journaux télévisés et les talk shows. Et c'est la force de Donald Trump, malgré le ridicule de cette performance. Ça lui a permis de continuer de dominer les temps d'antenne et les conversations. Mais le groupe des USA Freedom Kids a de l'humour et reconnaît le côté kitsch de leur performance. Elles ont posté toutes les parodies de ces derniers jours sur leur page Facebook, surfant sur leurs 15 minutes de célébrité autant que possible. Voilà, un hymne plutôt moqué, mais de manière générale, est-ce que c'est une tradition en Amérique, ce genre d'hymne officiel de campagne? C'est une pratique courante? Absolument, c'est une tradition qui date de la fin du 19e siècle et qui est reprise à chaque campagne avec plus ou moins de succès. Ici, tout le monde se souvient de l'hymne de campagne de Bill Clinton, Don't Stop Talking About Tomorrow, des Fleetwood Mac, et plus récemment le tube de will.i.am, Yes We Can, écrit pour la campagne présidentielle de Barack Obama en 2008. On retiendra de très grands noms comme Sinatra, qui a chanté pour Kennedy, ou Neil Diamond, qui a écrit son tube America pour les démocrates dans les années 80. Et puis, elle polémique, Donald Trump, encore lui, qui a lancé sa campagne sur un tube d'Aerosmith qui n'avait pas donné son autorisation et qui a menacé le milliardaire d'un procès s'il continuait d'utiliser sa musique. Mais la chanson dont tout le monde parle le plus en ce moment a été enregistrée en 1987 par Bernie Sanders, le challenger d'Hillary Clinton lui-même. Il s'agit d'un reggae endiablé, This Land Is Your Land. Je vous recommande d'aller faire un tour sur YouTube pour l'écouter. Ça vaut le détour. On le fera sans faute. Et ce soir, un nouveau débat démocrate qu'on suivra de près et avec vous dès demain. Merci David. On reste aux États-Unis où le pays tout entier a trépigné d'impatience pour découvrir leur visage. Les gagnants du Super Loto ont finalement été dévoilés. On regarde ça avec Océane Nicole. Plus de 528 millions de dollars, c'est la somme gagnée par un couple du Tennessee. Ils ont remporté la semaine dernière le ticket gagnant de la loterie du Powerball, une cagnotte record d'1,6 milliard de dollars. Tout sourire, Lisa et John Robinson ont reçu leur chèque. Un couple heureux et désormais riche, une surprise auquel ils ne s'attendaient pas. Quand nous avons acheté nos tickets, la première priorité c'était de payer et de rembourser les prêts étudiants. Nous pensions juste à un petit peu du gain. Mais maintenant je suis vraiment heureux car nous avons eu une grosse part. Malgré leur nouvelle fortune, le couple ne souhaite pas changer de vie pour autant. Ils vont continuer de travailler, lui dans l'entretien et elle en dermatologie. Leur priorité est avant tout les études de leur fille. Vous ne pouvez pas juste rester sans rien faire. Combien de temps cela peut durer ? On veut quand même profiter un peu de nos gains, éventuellement investir un peu pour que notre fils et notre fille n'aient jamais plus besoin de rien. Au total, 3 tickets sont gagnants. Les 2 autres ont été achetés en Floride et en Californie. Ils n'ont pas encore été revendiqués. Les gagnants ont jusqu'à 6 mois pour se faire connaître. Voilà pour ces nouveaux milliardaires. Il est 12h43 à Tel Aviv. Vous êtes sur I24, c'est le journal. L'essentiel de l'actu, les titres avec vous, Léonard. Et oui, à commencer par l'élection de la nouvelle présidente à Taïwan. Tsai Ing-wen, figure de l'opposition, pourrait compromettre la politique de rapprochement menée ces dernières années entre Taïwan et la Chine. Pékin a prévenu, le gouvernement chinois ne bougera pas d'un pouce et ne tolérera jamais une activité sécessionniste de Taïwan. En Syrie, ce sont 400 civils qui ont été enlevés à Deir ez-Zor, la même où au moins 85 civils et 50 combattants du régime ont été tués hier dans un nouvel assaut de l'organisation État islamique. Une information relayée ce matin par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et le pape est attendu à la grande synagogue de Rome aujourd'hui, le 3e pape à le faire après Jean-Paul II et Benoît XVI, un geste qui vise au rapprochement des religions, juifs et catholiques, sur fond toujours de tensions après la reconnaissance de l'État de Palestine par le Saint-Siège. Voilà pour les titres, merci Éléonore. On jette tout de suite un coup d'œil au temps qu'il fait ce dimanche un peu partout dans le monde.
C'est le journal, merci d'être avec nous. 3 enquêtes ont été ouvertes après le terrible accident lors d'un essai thérapeutique à Rennes ce week-end. La police a saisi du matériel pharmaceutique. Bilan, un homme en situation de mort cérébrale et 4 blessés dans un état grave mais stable. Les conséquences pourraient être irréversibles. Le point avec Océane Nicole. L'enquête est en cours après un test thérapeutique qui a mal tourné à Rennes. 4 personnes sont toujours hospitalisées dans un état neurologique préoccupant. Un patient est lui en état de mort cérébrale. Ce samedi, plusieurs perquisitions ont eu lieu dans les locaux du centre médical de Biotrial. 3 enquêtes sont en cours, des enquêtes menées par la police judiciaire, par l'inspection générale des affaires sociales et par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Le but, déterminer si cet accident est lié à une erreur de procédure ou à la molécule qui a été testée. Les conditions dans lesquelles ce protocole a été validé, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est de savoir si le protocole a été respecté en tant que tel, si les procédures applicables et les normes internationales de sécurité ont été respectées. Les patients hospitalisés sont âgés de 28 à 49 ans. Ils faisaient partie d'un groupe de 90 volontaires. Tous ont testé cette molécule, mais à des doses différentes. Chaque année, des milliers de volontaires participent à ce genre d'essais cliniques, la plupart du temps pour des raisons financières. Mais après cet accident, certains se disent refroidis. Ça fait un peu peur. Après, est-ce qu'il faut remettre en cause toute l'évolution, toute la recherche clinique? Je pense pas, parce qu'on en a besoin. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait des contrôles de sécurité qui soient faits, supplémentaires? Peut-être. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, s'est dite déterminée à faire la lumière sur cet accident rarissime en France. Et on tente de mieux comprendre ce qu'est un essai clinique, en quoi consistent ces expériences thérapeutiques. D'abord, Betsabé, de manière générale, qui sont les candidats retenus? Alors, qui teste? Eh bien, 2 conditions pour répondre aux appels des laboratoires. Il faut d'abord être volontaire, bien sûr. Alors, un entretien est soumis aux candidats. Et puis, il faut aussi, bien sûr, être sain. On s'assure de la parfaite santé des candidats grâce des bilans sanguins, toxicologiques, sauf dans le cas de certains médicaments comme les anticancéreux que l'on propose à des malades chez qui les traitements existants ont échoué. Notez d'ailleurs que lors des tests, tous les candidats ne vont pas forcément recevoir la fameuse molécule qui est à l'essai. En effet, une partie ne recevront qu'un placebo et ils ne seront pas forcément au courant. Il n'empêche, une fois les tests validés, tous les candidats sont rémunérés et c'est d'ailleurs leur motivation première. C'est pour cette raison que les cobayes sont souvent des étudiants qui cherchent à gagner de l'argent facilement. Alors un salaire qui est très très variable, un essai clinique qui est indemnisé de quelques centaines à quelques milliers d'euros. Voilà, ça peut aller jusqu'à quelques milliers d'euros. Et quelles mesures sont prévues en cas de problème? Alors, il faut préciser qu'en prévention, les essais doivent avoir été doublement validés, à la fois par l'Agence nationale de sécurité du médicament et par un comité d'éthique, en fait, des bénévoles de la société civile, des scientifiques. Alors, le risque zéro n'existant pas, comme on l'a vu, préalablement, le testeur doit avoir été informé de façon transparente des contraintes, des effets secondaires. Il doit donner un consentement éclairer à sa participation et surtout ce consentement-là, il peut le retirer à n'importe quel moment, tout comme les médecins peuvent décider en cas d'effet indésirable que le traitement doit être terminé. Alors en cas d'accident, les volontaires sont indemnisés par un fonds spécial et plus encore s'il y a un procès, si une faute est établie. Voilà, en tout cas, pour cette affaire de Rennes, l'enquête est en cours. Merci Betsabé. Toujours en France, en bref, 2 hommes ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre du conseiller municipal Alain Gozlan. Le corps de cet homme âgé de 74 ans avait été découvert mardi matin à son domicile par son frère, inquiet de ne pas l'avoir vu à la synagogue la veille. Selon la police, la piste crapuleuse reste la piste principale. Son appartement a été retrouvé en grand désordre et sa voiture et ses cartes bancaires avaient disparu. Sa silhouette est belle, lumineuse et conquérante. Le Blue Bus 100% électrique a été présenté ce week-end et c'est en présence du ministre de l'économie que Vincent Bolloré a inauguré sa nouvelle usine pour le montage de ce véhicule totalement green. Lise, l'industriel breton, a lancé son projet
en grande pompe, comme il sait le faire. Oui, après l'Autolib, Vincent Bolloré va construire des grands bus, les Maxi Blue Bus 100% électriques. Il a donc inauguré cette nouvelle usine à Quimper dans le Finistère, en présence d'Emmanuel Macron. Il compte produire 200 bus par an dans cette nouvelle unité de production, des bus qui ne font aucun bruit au démarrage et qui ne rejettent aucune particule fine dans l'atmosphère et qui ont déjà été commercialisés en Afrique. Voilà, c'est donc totalement vert. Qui sont ces clients potentiels ? Alors avec 3 milliards d'euros d'investissement, forcément Bolloré a déjà des acheteurs. Le marché mondial est colossal parce que toutes les grandes villes veulent aujourd'hui des moyens de transport non polluants et les bus représentent 80% de cette demande. À l'étranger, Bolloré compte sur de grandes mégalopoles comme Singapour, mais aussi sur le marché chinois et sur les grandes capitales européennes. Mais le premier client, il est bien français, c'est la RATP qui prend déjà 23 bus pour équiper la ligne 341 en Île-de-France. À terme, le potentiel est de 4500 bus en région parisienne, puisque tout le parc devrait être remplacé d'ici 2020. Alors, Bolloré, il faut quand même le dire, essaye sa revanche avec ses bus tout électriques parce que dans les transports électriques, il n'a pas connu que des succès. Alors, le succès des Autolib, le système de partage des voitures individuelles, n'a pas été fulgurant au début, c'est vrai, mais aujourd'hui, 4 ans après le lancement, la marque affiche quand même 260 000 abonnés et 5 millions de locations par an. Pour la mairie de Paris, l'Autolib, c'est la vraie alternative à la voiture individuelle. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des Autolib à Lyon et à Bordeaux, et même à Indianapolis aux États-Unis, et bientôt elles seront disponibles à Londres, à Rome et à Turin. Alors un dernier mot sur la stratégie, l'objectif, Lise, du groupe Bolloré aujourd'hui, c'est de s'imposer comme le leader en termes de transport tout électrique. Exactement, et pour ça Bolloré a noué un partenariat très fort avec la mairie de Paris. Anne Hidalgo l'a dit, elle veut éradiquer le diesel de la capitale française d'ici 2020 et elle compte bien sur Bolloré pour y arriver. En novembre, ils ont inauguré ensemble le Blue Tram, un tramway sans caténaire ni rail qui a descendu les Champs-Élysées gratuitement pendant 2 mois. Une super vitrine pour Bolloré puisque c'était au moment de la COP21, d'autant que la mairie compte installer un nouveau tramway sur la voie Georges Pompidou d'ici l'été 2016. Merci Lise. Retour en Israël avec ce festival pas comme les autres. La cuisine arabe est la star du moment. Une façon de créer des ponts entre juifs et musulmans dans le pays. C'est un reportage signé par les équipes du Culture Mag. La cuisine arabe à l'honneur à Haïfa, dans le nord d'Israël. 4 jours durant, 25 pubs et restaurants du centre-ville faisaient découvrir au public les mets arabes oubliés. Nous préparons un plat arabe qui s'appelle le seyadiyeh. C'est un plat composé de riz, de légumes et de poissons. Nous le servons avec des herbes fraîches et de la trina. C'est un plat local absolument délicieux. Ala Moussa rejoint Shahar Sivan dans son restaurant pour confectionner plusieurs plats inspirés de ses origines. C'est une expérience très importante. Pour moi, pour le restaurant, pour nos clients et pour mon personnel. On aime ce mélange, avoir de nouvelles idées, que ça bouge, des nouvelles façons de cuisiner, une nouvelle attitude. Je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Comme Allah, ils sont près d'une quinzaine de chefs arabes à avoir rejoint les cuisines d'un chef israélien de Haïfa pour proposer des plats spécifiques arabes, notamment des plats disparus. Organiser un festival sur la cuisine arabe dans une ville israélienne semble compliqué et pourtant. On était très contents de voir tous les chefs que nous avons contactés immédiatement accepter. Ils étaient tous très motivés pour participer à cette aventure. Même si forcément, la mise en place d'un tel festival n'a pas satisfait tout le monde. Bien sûr, certaines personnes ont critiqué notre initiative, mais à partir du moment où les critiques venaient des deux côtés, je me suis dit que ça devait être plutôt équitable et qu'on faisait bien les choses. Se vivre ensemble, c'est aussi le symbole de la ville de Haïfa. Haïfa est une ville où vivent des juifs et des arabes. Je suis ici avec mon hijab sur la tête et des juifs viennent et achètent nos produits. On parle un peu, on crée un lien et ça peut aussi aider la coexistence. C'est aussi pour ça qu'Oded Hasbani et Hamoudi Aboulafia ont souhaité participer à cet événement.
J'ai voulu participer à ce festival pour réunir nos deux peuples, mais aussi pour montrer à tous qu'on peut vivre ensemble et travailler ensemble, comme on peut cuisiner ensemble. Alors forcément, on se marche dessus en cuisine, mais on partage nos idées, on apprend beaucoup de l'autre. Et c'est ce que représente cette ville, Haïfa. C'est ce qu'on vit tous les jours ici. En fait, ce festival montre ce qu'on vit à Haïfa au quotidien. La première édition du festival Hacham sur la cuisine arabe a remporté un grand succès. Pour ses organisateurs, l'objectif est d'en faire un événement annuel, un événement qui rend hommage à la culture arabe et au vivre ensemble en Israël. Il est bientôt 13h à Tel Aviv. Dans 5 minutes, dans le journal, on reviendra sur les grands titres de l'actualité. À la une ce dimanche, les sanctions internationales sur l'Iran ont été levées après la signature d'un accord historique il y a 6 mois. Eh bien, il entre en vigueur aujourd'hui. L'impact économique est considérable. On voit ça donc dans 5 petites minutes. Restez avec nous.